Bonjour, mon nom c'est Marie-Josée Simard, d'Agriculture Canada à Saint-Jean-sur-Richelieu, malherbologiste. Je remplace Annie Marcoux qui m'a appelé il y a une journée et demie puis c'était barré le dos. Fait que je la remplace un peu à la brûle pour point, comme on dit. Donc, je vais vous lire aussi le texte qu'elle a préparé pour qu'il serve. Bienvenue à cet atelier qu'on vous propose aujourd'hui sur le thème de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides et plus particulièrement en lien avec l'information que vous avez certainement vu passer via le réseau d'avertissement phytosanitaire concernant de nouveaux cas de mauvaises herbes résistantes, dans ce cas-ci au glyphosate, une première au Québec, soit la moutarde des oiseaux, dans un bulletin d'information paru en octobre 2017, et une alerte sur l'amarante tuberculée, une mauvaise herbe retrouvée pour la première fois au Québec dans un foyer d'infestation en Montérégie-Ouest. En mai 2018 est parue une fiche technique portant également sur cette mauvaise herbe. Ces deux mauvaises herbes sont toujours sous observation. On veut continuer de les dépister et tester leur résistance aux herbicides et connaître leur étendue, notamment par le biais d'un projet de recherche financé par le Prime Vert, mené par le groupe Plantaire et sous la coordination de Marie-Édith Cuirier, qui vise à faire l'inventaire de 5 mauvaises herbes dont des populations ont été confirmées résistantes au glyphosate, comme la moutarde des oiseaux, l'amarante tuberculée et d'autres dont on soupçonne la résistance au glyphosate, comme la vergeraie du Canada, la petite herbe à poux, la grande herbe à poux, dont des populations sont résistantes en Ontario et aux États-Unis. Ceci dans 3 régions du Québec, Montérégie, La Naudière et Centre du Québec. Sandra va pouvoir peut-être vous en parler plus longtemps si on ne parle pas trop. On débute ici par les caractéristiques morphologiques pour distinguer la moutarde des champs de la moutarde des oiseaux et du canola. Et ensuite, je vais vous parler de l'amarante tuberculée, la distinguer des amarantes qu'on a au Québec, notamment l'amarante de Powell et l'amarante à racines rouges. Donc, le canola. Ce qui se passe au niveau du canola, c'est que la moutarde des oiseaux, c'est une proche parente du canola Brassica napus. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais le canola le plus cultivé dans le monde et le seul cultivé au Québec, c'est Brassica napus, parce qu'il y a d'autres espèces. Tu peux faire du canola avec d'autres brassicacées, mais la plus cultivée, c'est vraiment Brassica napus, puis elle est vraiment en train de prendre toute la place, là, de moins en moins les deux autres. Donc, on va parler de Brassica napus, qui est le canola qu'on trouve au Québec, et on le retrouve aussi comme volontaire. On le retrouve qui contamine des fois dans les cultures. On a même retrouvé en Montérégie. Donc, il se déplace un peu. Donc, c'est important de l'identifier parce que s'il passe le glyphosate, puis vous dites « Ah, j'ai une moutarde qui a passé le glyphosate », c'est peut-être du canola Roundup, puis bon, ben c'est pas ça. Donc, ça, c'est le canola. Ensuite, la moutarde des oiseaux, elle, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a 10 ans, on avait fait des inventaires à Montérégie, dans Chaudière-Appalaches et dans... on est monté vers Bas-Saint-Laurent et on cherchait des hybrides entre le canola et la moutarde des oiseaux. Et on a trouvé que la moutarde des oiseaux peut s'hybrider et s'il y en a à côté du champ, elle va s'hybrider. Donc, elle formait des hybrides. Et il y a un endroit en Chaudière-Appalaches, à Saint-Henri-de-Lévis, on avait suivi une petite population qui justement était sur le coin du champ. Donc, on avait un mélange canola-moutarde des oiseaux. Et la moutarde des oiseaux fait des hybrides. Les hybrides ils vont pas en super forme, mais ils finissent par pousser quand même, faire un peu de graines de fleurs et se rétrocroiser, qu'on appelle, avec d'autres moutardes des oiseaux et intégrer le transgène. Et donc, c'est ce qui est arrivé. On a eu une moutarde de l'introgression qu'on appelle, une moutarde des oiseaux qui a intégré le transgène. On l'avait documenté. Maintenant, dans la rotation canola céréales, c'est pas trop une problématique non plus parce que dans les céréales, on ne met pas jamais de Roundup. Donc, on n'a pas vu de problématique de mauvaise herbe. Mais là, la mauvaise herbe a soit descendu vers le centre du Québec, tranquillement en se déplaçant. Ça se déplace, les mauvaises herbes, avec la machinerie et tout. Ou elle s'est mélangée un peu avec du canola qui, lui, se déplace aussi, comme je disais, avec en contaminant
toutes sortes de trucs. On le retrouve un peu partout. Donc, ils se sont mélangés encore une fois probablement ailleurs. Et là, on a retrouvé au centre du Québec, on a 3 fermes qui ont de la moutarde des oiseaux qui a intégré le transgène. Donc, elle résiste au glyphosate parce qu'elle a intégré le transgène. Donc, on a ces 3 fermes-là. Donc, c'est important de pouvoir la distinguer du canola. Parce que, comme je dis, le canola, lui, va résister le glyphosate, mais c'est parce qu'il est Roundup Ready. Donc, la moutarde des oiseaux... Attendez, je vais mettre ça ici. La moutarde des oiseaux, elle a... comment on la distingue? C'est que les premières feuilles ont beaucoup de poils et c'est des poils glanduleux qu'on appelle. Il y a des petites bosses. Ils forment des petites bosses, les poils de la base. C'est sûr qu'à un moment donné, elle va perdre ces feuilles-là, puis ça se peut qu'elle n'ait plus. Fait qu'il y a un stade là, qui devient plus difficile à distinguer du canola. Mais dès qu'elle a les premières feuilles avec des poils glanduleux, puis tu plies la feuille, tu vois facilement plein de poils. Donc, celle-là, elle a des poils. Le canola, il peut avoir un petit peu de poils, sont moins piquants, sont pas glanduleux. En général, il n'y en a pratiquement pas. Il n'y en a pratiquement pas nulle part. Il y en a, je ne vais pas dire qu'il n'y en a pas un de temps en temps, mais c'est vraiment plus ou moins, il y en a pas mal moins. Et ils ne sont jamais glanduleux. Ensuite, ce qui arrive, les feuilles, c'est un très bon critère, c'est que les feuilles de la tige, pour la moutarde des oiseaux, les feuilles de la tige vont entourer complètement la tige. On les appelle amplexicaules, ils entourent complètement la tige. On n'a jamais ça sur du canola. Si on regarde les feuilles de la tige, on voit toujours la tige. Des fois, ça va entourer un petit peu, mais jamais complètement. Donc le canola, puis le canola a toujours un aspect de chou. Tu sais, il y a un toucher chou, il y a une couleur chou, un peu. Alors que la moutarde, ça ne donne pas le goût d'en manger en chou. Et surtout pas la moutarde sauvage. Je n'ai pas parlé de la moutarde sauvage. Elle ne peut pas croiser avec le canola ni la moutarde des oiseaux. Donc, il n'y a pas de danger qu'elle intègre un transgène. Mais... non, c'est génétique. Ça, c'est un synapis. Ils ont essayé de la croiser autant comme autant, en labo, en ramassant l'embryon, puis en le conservant, puis en le faisant pousser peut-être. Mais en nature, on n'a jamais trouvé d'hybride. Donc, c'est pour ça que je dis, ils ont essayé, puis ils n'ont jamais réussi à la faire croiser. À part en sauvant l'embryon, puis en le cultivant à part. Il faut vraiment vouloir. C'est vraiment le bichonner en labo, sinon, il ne veut pas. Donc, c'est pour ça que je dis qu'elle ne croise pas. Puis, on a ramassé des milliers de graines dans l'Ouest canadien en particulier parce qu'ils s'inquiétaient de ça. Ils ont beaucoup de moutarde des champs et on n'a jamais trouvé d'hybride. Et la moutarde des oiseaux est très poilue. Il y a beaucoup de poils sur la tige, il y a des poils sur les feuilles. Les siliques sont plus apressés, ils vont remonter vers le haut. Ils vont être... les becs sont vraiment... c'est plus difficile à distinguer du reste de la silique. Souvent, moi, je trouve, là, celle-là n'en a pas, mais souvent, il y a un peu de mauve à l'aisselle des nouvelles feuilles ou des nouvelles tiges. Je vois un peu de... Là, j'en vois un peu sur celle-là. Des petites taches de mauve que j'ai jamais vues sur le canola ou la moutarde des oiseaux. Donc, c'est vraiment les critères. La moutarde aussi, le canola, les becs de silique sont relativement courts. Les siliques sont dodus, plus dodus, et les becs sont relativement courts. Tandis que la moutarde des oiseaux, là, j'en ai plus avec j'ai perdu ma seule gousse, ma seule silique. Mais les becs sont vraiment plus longs. Ils vont faire du tiers à la demi. Ah, tiens, on nous en a une. Elle est toute petite, là, elle n'est pas très formée, mais on voit que par rapport au reste de la silique, le bec est quand même plus long. Et ce qu'un critère qu'on avait, nous autres, pour le voir, mettons, on a déjà identifié de la moutarde dans des champs de canola. Et comment on faisait? Bien, c'est qu'il fallait absolument y aller en floraison. On ne pouvait pas regarder chaque plant un par un. Donc, mais de loin, je voyais qu'il y en a un canola, et ça, c'est du canola, c'est que le canola va fleurir plus tout le long de sa tige. Il va avoir des fleurs comme sur, mettons,
sur ça de long, tu peux voir des fleurs, tandis que là, la moutarde des oiseaux va fleurir plus en bouton parce que les nouvelles fleurs se forment au niveau ou plus haut que les bourgeons. Et donc, elle va fleurir plus en bouton. Donc, c'est comme ça aussi qu'on l'identifie. Là. À le voir ici, ça fait un peu plus des boutons, même sur la moutarde sauvage, mais c'est ça. C'est un des critères qu'on utilisait. Oui, bien, ça se peut là, que ça fasse un genre de mix d'hybrides. Parce que, comme je dis, au début, s'il y a des hybrides, les hybrides ne vont pas très bien, mais s'ils rétrocroisent, là, ils peuvent faire un genre de mélange où tu vas avoir toute une panoplie de génétique de l'un et de l'autre. Donc, oui, ça peut faire un genre de dessin d'hybride, comme on appelle, oui. Ensuite, la marante tuberculée, elle, on en a juste un endroit au Québec, que c'est de la machinerie contaminée qui aurait apporté ça, qui a été achetée des États-Unis. Et c'est la seule amarante qu'on a au Québec qui a des plants mâles et des plants femelles. Donc, une fois qu'elle est en fleur, ça va assez bien. C'est sûr que quand elle n'a pas de fleurs, sans fleurs, c'est un peu plus difficile. Les feuilles sont moins larges, sont plus élancées. La tige ici est plus... Il n'y a jamais de poils sur la tige. C'est vraiment glabre, donc pas de poils sur la tige. Par rapport à l'amarante à racine rouge ou l'amarante de Powell, on va avoir des poils sur les tiges. Ici, il y en a moins sur la Powell, un peu plus sur l'amarante à racine rouge, mais on a des poils. Donc, une tige très glabre, des feuilles plus élancées. Et j'oublie la terminologie exacte. Et on observe vraiment des fleurs mâles et des fleurs femelles. Donc, si on regarde un plan comme celui-là, bien, on peut regarder, on n'a que des fleurs femelles qui vont faire des milliers de graines. Et on va avoir ici que des fleurs mâles, donc juste du pollen. Celle-là va produire uniquement du pollen. Celle-là produit uniquement des graines. Et vous avez des exemples ici qu'on a forcé la floraison, que vous pouvez regarder. On les a forcés à fleurir en jours courts, là, fait qu'ils sont plus petites. C'est le sérum qui les a fait pousser. J'ai mentionné qu'on était résistant à 3 groupes d'herbicides avec celle-là. Est-ce que je l'ai dit? Non? Ah oui. Donc, cette fameuse mauvaise herbe ici, 3 groupes d'herbicides, groupe 5, 2 et 9. Donc, oui. Donc, c'est la loterie. Et aux États-Unis, on peut rajouter des groupes. 5, 7, 9, 14 et 22. Oui. Donc, oui. Il commence à manquer d'options là, dans le soya avec cette amarante tuberculée. Oui, les petites graines. Vous pouvez regarder les toutes petites graines. Donc, évidemment, c'est comme des amarantes, c'est des toutes petites graines, encore un petit peu plus petites encore. Donc, et un plant peut faire 400 000 graines. C'est facile, là. C'est ça, là, 400 000. Donc, puis les graines peuvent survivre longtemps dans le sol. Donc, s'il y en a juste 2-3 dans le champ, c'est peut-être une bonne idée de les arracher avant qu'ils fassent 400 000 graines. Et avant... Même le plant qui fait du pollen, bien, lui, il peut envoyer son pollen puis croiser. Puis à la limite, il pourrait croiser avec d'autres amarantes, ça se peut. Il y en a, les amarantes ont tendance à s'hybrider entre elles. Donc, c'est pas impossible qu'elles transfèrent la résistance comme ça. Donc, d'essayer de se débarrasser de cette mauvaise herbe, c'est toujours une bonne idée. Fait que j'ai-tu oublié quelque chose? Non. Donc, je vais céder la parole. Donc, on va continuer l'atelier en parlant de prévention et de gestion de la résistance. Comme vous avez pu le constater avec l'identification des mauvaises herbes résistantes au glyphosate, le dossier mauvaises herbes en soi au Québec s'est vraiment complexifié là, depuis les dernières années. Donc, c'est important en tant qu'expert végétal là, de faire la prévention et de la gestion. Je me présente, je m'appelle Catherine Piché-Dumontier, représentante commerciale pour BASF au niveau de l'Est du Québec. Puis je suis avec mon collègue de travail.
François Mercier, Ouest du Québec et l'Est de l'Ontario. Bonjour. Donc, vous allez voir, c'est peut-être redondant pour vous, la prévention, mais c'est important d'en reparler parce qu'on n'en parle pas assez souvent. Quand on parle de prévention, c'est important, numéro un, bien, c'est de connaître les mauvaises herbes. Hein? L'identification est la base de tout. Comme vous avez pu le constater, les mauvaises herbes se ressemblent beaucoup entre elles. Donc, une bonne identification de la mauvaise herbe va vous permettre vraiment d'utiliser le désherbage, un désherbage en tout cas efficace pour la mauvaise herbe. Deuxième point, c'est effectuer une rotation de culture. Puis des fois, ça, une image vaut 1000 mots. Tu peux peut-être me la tenir vu que j'ai le micro dans les mains. Là. Donc ici, ce que vous voyez, c'est un champ Soya Roundup Ready 6 ans de suite. Puis à côté, vous avez une rotation maïs, soya, blé. Ce qu'on voit généralement, c'est que lorsqu'on fait une rotation des cultures, on a vraiment un meilleur contrôle au niveau des mauvaises herbes. Pourquoi? C'est que la rotation des cultures brise le cycle de vie de certaines mauvaises herbes, puis il y a aussi des cultures beaucoup plus compétitives envers des mauvaises herbes problématiques. Donc, rotation de culture, très important. Troisième point, merci François, c'est tenir un registre des applications d'herbicides. Puis ça, la nouvelle loi sur les pesticides nous aide à ce niveau-là. Vous savez comme moi, c'est rendu obligatoire pour les producteurs agricoles, le registre des herbicides. Ça, en fait, ça va nous aider beaucoup. Vous le savez comme moi, la mémoire est une faculté qui oublie. Donc, le registre va vraiment nous aider à savoir quel herbicide a été appliqué dans quel champ, à quelle dose. Puis ça va nous permettre vraiment là, de faire une bonne rotation des groupes. Au besoin, pour ceux qui le veulent, il y a des exemples en fait de registres disponibles sur le site du ministère de l'Environnement avec vraiment les points obligatoires là, au niveau du registre pour le producteur. On va continuer avec François au niveau de la prévention. Tu as de la misère avec tes livres? Oui, c'est ça. Fait que le prochain point, c'est appliquer le traitement de l'herbicide le plus efficace possible. Fait que ça, le plus efficace possible, c'est sûr qu'il faut suivre les étiquettes, mais à défaut de suivre les étiquettes, qui n'est pas trop évident, puis qu'il y en a beaucoup de produits. Il y avait la publication 75 que plusieurs d'entre vous ont utilisé dans le passé. Ça, c'est l'ancienne publication qui était agréable avec beaucoup de chartes qui nous guidait vraiment dans tous les différents choix d'herbicides qu'on pouvait utiliser. Le nouveau guide qui est sorti l'année passée, c'est celui-là, en 2018, c'est celui-là, qui est encore disponible. Fait que ces guides-là sont vraiment utiles à défaut d'utiliser les étiquettes. Il faut s'entendre que l'étiquette, c'est toujours le document légal qu'il faut utiliser. C'est là qu'il y a notre point de référence. Mais ça, comme guide, c'est quand même des très bons outils. Quand on regarde les étiquettes, il faut aussi être conscient que chaque étiquette a ses particularités. Fait qu'il faut vraiment, je pense, les utiliser et les appliquer. Quand on les applique, c'est en fonction des saisons. Souvent, on va avoir des herbicides qui vont être, de petites doses à grosses doses. Fait qu'il ne faudrait pas vraiment déloger à l'extérieur de ça. Là. Des doses réduites, c'est pas recommandé. Mais il y a une raison pourquoi il y a des petites doses à grosses doses. Puis c'est en fonction, généralement, avec la pression de mauvaise herbe, le type de mauvaise herbe, puis la saison aussi. Il y a des années que tu vas préconiser plus une plus grosse dose qu'une plus petite en fonction de la saison. Fait que c'est important de vraiment appliquer le traitement d'herbicide le plus efficacement possible pour justement contrôler les mauvaises herbes qu'il y a dans le champ qui a été identifié, que Catherine faisait mention un peu plus tôt. Après qu'on a fini d'appliquer les herbicides et puis qu'on pense que le programme qu'on avait recommandé a bien fait, c'est pas le temps d'aller jouer au golf. On n'est pas tout à fait rendu là encore. Là. Ça, c'est une balle de golf que j'ai trouvée dans le champ ici. Fait que je ne suis pas sûr de ce qui se passe au sérum. Là. Hein? Oups! J'avais oublié ce bout-là. Après que le traitement est fait, il faut retourner voir le champ de 7 à 14 jours plus tard pour justement voir si le traitement qu'on a utilisé a vraiment été efficace. On fait référence à 2016, puis que 2016, c'était une année quand même très sec. Et puis, je dirais, pour ceux qui faisaient du CIP, je dirais en général, c'était une année très difficile où les gens avaient appliqué un herbicide de pré-émergence. Ça ne va pas fonctionner à leur satisfaction. Après ça, ils ont revenu avec un herbicide de post-émergence. Ça n'a encore pas nécessairement fonctionné à la satisfaction. Souvent, il y a des champs qui ont revenu une troisième fois pour gérer les mauvaises herbes avant que les fleurs sortent.
Puis là, à un moment donné, on manquait de temps, puis qu'il y avait, dans certaines situations, il y avait encore des échappées. Puis on revenait à l'automne avec un pré-récolte, en plus de ça. Ça fait que, est-ce que c'était un problème de résistance dans cette année-là? Non, pas nécessairement. Oui, il aurait pu avoir des résistances dans le champ, mais c'était plus un problème environnemental. Ça fait que... Puis ici, c'est un exemple, un autre exemple. Dans ce cas-ci, c'est une résistance où le producteur avait de l'herbe-poux géante, résistante au glyphosate. Fait que le R, c'est résistant, puis le S, susceptible. Ils ont appliqué du glyphosate. Et puis le producteur, le lendemain de l'application, il a quand même été très satisfait du résultat parce que les plantes commençaient déjà à mourir. Il pensait que ça avait fait l'ouvrage. Et puis pour se rendre compte, 28 jours plus tard, que le plant qui était susceptible était finalement mort, et puis le plant qui était résistant a tout simplement repris force après 16 jours, et puis après 28 jours, il continuait comme si rien n'était. Alors, dans ce cas-là, il y avait définitivement un problème de résistance. Fait que la raison d'être d'aller visiter le champ là, quelques semaines après l'application pour vraiment valider si c'est un problème environnemental ou vraiment un problème de résistance. Éviter, t'as ton tour. Le dernier point, quand on parle de prévention, bien, c'est sûr, c'est évident, il faut vraiment éviter l'introduction ou la dispersion de la mauvaise herbe problématique. Une des choses simples, c'est relatif, mais garder les bords de champ propres le plus possible. Donc, faucher pour éviter que la mauvaise herbe s'introduise dans le champ, c'est vraiment à la base de tout. Puis l'autre chose, puis ça, on le répétera pas assez souvent, mais c'est nettoyage de la machinerie agricole. Je sais que c'est pas si évident que ça, mais les mauvaises herbes se dispersent très, très rapidement via la machinerie agricole. Je vais vous montrer quelques photos. Ça, c'est des producteurs qui nous envoient ça chez BASF. Vous voyez les deux petites mauvaises herbes sur le dessus de la machinerie. Donc, le producteur, il ne sait pas, elle est peut-être résistante, puis il peut faire la dispersion là, facilement là, au niveau de son entreprise, là, juste avec deux petites mauvaises herbes comme ça. D'autres photos pour vous faire sourire. Ici, c'est des poids de tracteur en avant du tracteur et un semoir. Donc, vous voyez que la mauvaise herbe a besoin de peu pour germer. Hein? Fait que c'est pour ça qu'on dit du nettoyage. Je sais que c'est pas chose facile, mais il y a maintenant une trousse de biosécurité disponible. Le lien est sur notre affiche en avant. Donc, la trousse de biosécurité, c'est des affiches avec des points clés au niveau du nettoyage là, des machineries agricoles pour nous aider là-dedans. Un autre point, des fois, qu'on a tendance à oublier, mais c'est aussi les silos. Il faut nettoyer les silos parce que si on entrepose une nouvelle récolte, puis la vieille récolte de l'année passée qu'on n'a pas nettoyée comme il faut, puis qu'il reste des graines de mauvaises herbes, on peut vraiment s'infester rapidement. Donc, vraiment faire un bon nettoyage là, de l'entreposage des grains aussi, c'est important. Puis avec tout ça, c'est sûr que la mauvaise herbe elle-même se disperse très rapidement. Fait que ça ici, c'est l'Ouest canadien, en fait, une photo de l'Ouest canadien. C'est du kochia qu'on voit. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, là, si je vous dis des films western, là, où est-ce que ça roule, là, la petite motte de foin, ça, c'est le kochia. Fait qu'on voit vraiment que le kochia à l'automne, c'est vraiment dispersé par lui-même, puis il s'en va, fait que c'est les lignes qu'on voit au champ. Donc, il faut vraiment essayer de prévenir le plus possible là, avec différentes méthodes, là, parce que la mauvaise herbe s'adapte à tout et elle, là, elle veut se reproduire à tout prix. Fait que sur ce, je vais laisser la parole à François pour vous parler de gestion, parce qu'à l'heure actuelle, il y a des entreprises agricoles qui ont de la mauvaise herbe résistante sur leur entreprise, donc il faut savoir comment la gérer. Super, merci. Est-ce qu'on a beaucoup de mauvaises herbes résistantes au Québec au moment qu'on se parle? On dit oui, hein? Il y a eu une liste qui est sortie l'hiver passé là, sur le RAP, là, qui commence à avoir une liste pas mal longue dans toutes les régions, puis résistante aux différents groupes. Fait que c'est pas une belle liste, malheureusement. Et puis, moi, je viens de l'Est de l'Ontario, et puis je peux dire que vous commencez à faire compétition à l'Ontario là, comme problème de résistance. Fait que c'est pas nécessairement une bonne chose, mais il faut quand même apprendre à gérer les mauvaises herbes qui sont résistantes dans nos champs. Fait que c'est sûr, connaître les mauvaises herbes qu'on a sur la ferme, on a parlé de ça. La biologie, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, là, pour commencer à apprendre à identifier des nouvelles mauvaises herbes qu'on voit à l'occasion dans nos champs. Intervenir avec des herbicides de groupes différents. On a fait référence un peu plus tôt. Ça, c'est une charte qui vient des États-Unis, mais c'est quand même, le message est le même. On a différents groupes d'herbicides disponibles sur le marché. On fait référence au groupe 2. La liste est très longue. Puis des fois, c'est facile
d'oublier. Hein? Je vous dirais oublier parce que les groupes 2, entre autres, parce que les groupes 2, on a des herbicides dans le maïs, on a des herbicides dans le soya, on a des herbicides groupe 2 dans les céréales. Fait qu'à un moment donné, on se souvient toujours des noms commerciaux, mais on oublie des fois d'associer ça avec le groupe. Fait que c'est important de commencer à être plus familier avec les groupes. D'ailleurs, la nouvelle publication 75 que je faisais référence, ils ont justement mis les groupes à chaque page que tu parles d'un herbicide pour justement que les gens soient plus à l'aise avec les groupes et puis les associer avec les différents herbicides. Fait qu'après qu'on a identifié les groupes ou utilisé les bons groupes, appliquer les mesures de biosécurité, Catherine en a fait référence. Et puis quand on regarde le développement des populations, je pense qu'on est pas mal familier. La résistance, ici, il y a une plante qui est résistante. Dans ce cas ici, c'est parce que le producteur a utilisé le même mode d'action pendant plusieurs années consécutives. On est familier. Il y a aussi des situations, des fois, que ça peut être une résistance naturelle qui s'est développée dans le champ. Mais aujourd'hui, quand on se parle, c'est plutôt cette charte-là qu'on voit, où on a un mélange des deux biotypes, des résistantes et des non-résistantes. Fait qu'aujourd'hui, il faut commencer à savoir comment les gérer, ces mauvaises herbes-là, dans le même champ. Fait que comment les gérer? C'est utiliser différentes méthodes alternatives. Fait que les différentes méthodes alternatives, on a parlé de différents modes d'action. Mais différents modes d'action, on veut dire quoi? Des fois, on va avoir des mélanges de réservoirs, parce qu'on va mettre 3 différentes chimies, mais sur les 3 différentes chimies, il y a seulement qu'un mode d'action qui va aller chercher une mauvaise herbe. Puis si cette mauvaise herbe est problématique, c'est oui, il y a eu plusieurs modes d'action dans le réservoir, mais est-ce que c'était différents modes d'action sur la mauvaise herbe ciblée? Fait qu'il faut faire bien attention à ce niveau-là. Deuxième stratégie, ça, c'est toutes des stratégies qu'on a disponibles. Stratégie de 2 passages. Stratégie de 2 passages aux États-Unis, c'est coulant le béton. C'est fait en Ontario, dans le CIP. C'est chose faite, c'est toujours du 2 passages. Dans le maïs, généralement parlant, c'est 2 tiers des ancrages, c'est fait avec du 2 passages. Ils ne sont pas préoccupés avec le coût du passage, ils sont préoccupés avec le contrôle de la mauvaise herbe et puis aussi le rendement. Parce qu'on sait que toutes les cultures, que ce soit du maïs, que ce soit du soya, de la céréale, si c'est vert entre les rangs, quand on dit c'est vert, c'est pas d'intercalaire, c'est vert de mauvaises herbes, on perd du rendement. Fait qu'en Ontario, aux États-Unis, on est préoccupé avec le rendement, alors on va souvent rentrer avec un pré-émergence pour enlever 100% des mauvaises herbes si on est capable, mais même si on n'est pas capable, c'est pas important. Si on contrôle 80% des mauvaises herbes, au moins on a gagné la bataille, puis on n'a pas nécessairement hypothéqué le rendement. La peine de revenir un peu plus tard avec un deuxième passage pour nettoyer ce qui reste. Parce que ce qui reste, la population est faible, c'est possiblement plus facile à gérer. Fait que dans un contexte de 2 passages, ma perspective, c'est nous qui contrôlons le champ. Quand tu fais un programme de 1 passage de poste d'émergence, souvent c'est le champ qui nous contrôle. Et des fois la température. L'autre chose, c'est la rotation des cultures. Catherine avait une belle diapo avec 2 champs, différentes rotations. Puis je pense que les rotations de culture en dit beaucoup. Les cultures de couverture, il y en a de plus en plus utilisées dans nos régions. Je pense qu'il faut continuer à le faire parce que ça a quand même un plus-value. Les techniques de compétition aussi, exemple le soya, du soya à 30 pouces, à comparer à du soya à 7 pouces ou à 15 pouces, différents espacements va vous donner un différent contrôle de mauvaises herbes. C'est sûr que quand le soleil frappe le sol trop longtemps, la nature s'occupe d'elle-même. Il y a quelque chose qui va pousser. Généralement, c'est des mauvaises herbes. Fait que les techniques de compétition ou une céréale, tu vas avoir des fois moins de mauvaises herbes. Canola, tu vas avoir moins de mauvaises herbes qu'un maïs avec une culture avec des rangs plus larges. Labour. J'aime pas le mot labour parce que mon grand-père faisait du labour, mon arrière-grand-père faisait du labour, mais aujourd'hui, on parle plutôt d'un travail minimum de travail, soit un chisel, soit un limken, soit des outils similaires. Fait que le labour, oui, il y en a encore beaucoup qui est fait, mais beaucoup moins. Fait que le labour, c'est un outil parmi tant d'autres, mais c'est pas nécessairement toujours seulement la solution. Je vais vous donner un exemple. La Veuvrette du Canada, il y en a beaucoup en Ontario, il y en a aussi beaucoup au Québec. On la voit moins, mais on la voit un peu partout à travers la province. Et puis, généralement, la mauvaise herbe, on mesure toujours ça par plante par mètre carré. Dans le coin de Chatham, il y a certains champs qu'on va mesurer la quantité de Veuvrette du Canada par pouce carré. Me donner une perspective. Fait que, tu sais, des fois, on va passer à un équipement mécanique pour gérer les mauvaises herbes, puis c'est une population moindrement élevée. Le mécanique peut possiblement gérer un gros pourcentage de mauvaises herbes, mais il y en a toujours qui vont quand même survivre. Puis s'ils survivent, bien, eux autres vont quand même faire de la semence pour l'année qui suit. Fait que le labo fait partie d'un mode d'action additionnel. Quand on regarde le total des outils qu'on a disponibles, c'est multimodes d'action qu'on parle souvent, mais il faut maintenant rajouter le mot « E ». Il faut que ça soit vraiment efficace. Comme, on parle d'herbicide,
faut avoir plusieurs modes d'action efficaces contre la mauvaise herbe ou différents outils efficaces pour vraiment gérer les mauvaises herbes. Si on le fait, on va avoir moins de problématiques qu'on a avec les mauvaises herbes qu'on voit présentement ici, là. Merci. Merci. Salut, je suis Sandra Flores, je suis chercheur en malherbologie ici au Sérum. Puis moi, je voulais parler, c'est quoi les outils une fois qu'on soupçonne qu'on a une résistance à une mauvaise herbe. Donc ici au Sérum, on offre depuis 2014, en collaboration avec le MAPAC et certains partenaires du privé, un service de détection de la résistance des mauvaises herbes aux herbicides. Ce service est offert gratuitement pour tous les producteurs dans la province du Québec. Et ce qu'on a, c'est qu'on vous offre un service si vous soupçonnez d'avoir la résistance aux mauvaises herbes après un passage à un herbicide qui n'a pas été efficace, vous pouvez simplement attendre à que la plante produise des graines, ramasser cette graine, nous envoyer l'échantillon ici au Sérum et nous on va les faire traiter. Et le service va être capable de tester tout type de plantes de mauvaises herbes, n'importe quelle espèce, ainsi que tout type de groupe d'herbicides et tout type de mode d'action. À partir de cette année, le laboratoire de diagnostic et d'expertise du MAPAC va offrir aussi ce service, mais pour les méthodes moléculaires. C'est quoi l'avantage du service moléculaire? C'est qu'on n'a pas besoin d'attendre jusqu'au niveau de la graine. On peut simplement prendre un échantillon d'un tissu foliaire, une feuille par exemple, l'envoyer à faire tester par les moléculaires, puis en une couple de semaines, on est capable de savoir si la plante est résistante. Le désavantage de cette méthode, c'est que pour le moment, on n'a pas encore développé les méthodes pour tester toutes les mauvaises herbes ni tous les modes d'action. Donc les deux services, on ne fait pas la compétition, c'est vraiment un service complémentaire qu'on vous offre. Dans les deux cas, c'est des services qui sont gratuits. Donc ici, dans notre pancarte qu'on avait préparée, on a des liens. Autant pour avoir l'information dans les services de détection ici au Sérum, on a la liste de comment faire un échantillonnage dans les champs et on a aussi les formulaires pour envoyer l'échantillon et on a aussi l'information pour les services offerts par le MAPAC. Cette année, comme je disais, il y a un autre chercheur, Marie-Edith Courrier, qui il va avoir une enquête qui va tester plutôt à savoir sont-nous les plantes ou les espèces résistantes au glyphosate. Donc, ce projet, elle offre aussi tester des plantes de 5 espèces qui pourraient être résistantes au glyphosate. Elle offre aussi les tests gratuits pour ces 5 tests. Et en plus, elle offre une certaine compensation. Il y a un programme qui offre une subvention pour avoir l'accompagnement en cas que votre plante soit résistante. Donc, je vais vous faire passer des petites flyers avec l'information pour le programme de Marie-Edith, si vous pouvez les passer, s'il vous plaît. Et donc, vous avez quand même beaucoup d'outils. On est ici pour vous aider, pour vous guider. On travaille en collaboration étroite avec le MAPAC, avec leurs conseillers, pour essayer d'avoir l'information pour vous. Donc, ici, dans les affiches qu'on avait préparées pour aujourd'hui, cette affiche à l'intégrale est offerte aussi dans le site web de la Journée Phytoprotection sur l'atelier d'identification des mauvaises herbes. Ici, on a offert les deux sites qui sont offerts par le MAPAC pour l'identification. Autant les iris comme les rivières du Québec, il y a des outils pour faire l'identification d'une panoplie énorme des espèces de mauvaises herbes, ainsi que savoir leur cycle de vie. On a aussi mis des photos pour l'identification, surtout des fleurs mâles et femelles de l'amarante tuberculé, parce que, comme on le disait, on va voir des plantes qui sont seulement mâles et des plantes qui sont seulement femelles. Et donc, pour faire un échantillon, il faut savoir qu'il faut collecter des graines seulement de plantes femelles. On a aussi un résumé sur les bulletins et les salaires des mauvaises herbes résistantes au Québec, inclut surtout des différentes fiches et bulletins sur la résistance de certaines espèces qui sont considérées très problématiques au Québec. Et on a inclus aussi la liste des mauvaises herbes résistantes que François faisait allusion à tantôt. C'est une liste qui compile tous les résultats des espèces qui sont résistantes au Québec depuis 2011. C'est une liste assez complète. On a aussi les bulletins qu'on a publiés cette année sur les résultats de toutes les plantes résistantes depuis 2014 au Québec. Et ce bulletin inclut aussi une map, une carte, puis la liste. Donc, on est capable de savoir vraiment c'est quoi le portrait de la résistante au Québec, surtout dans la région que ça vous concerne plus particulièrement. Et finalement, on a la partie de gestion des mauvaises herbes aux herbicides. Ici, on va voir le bulletin qui est plus ou moins un résumé de tout ce que Catherine et François vous ont parlé aujourd'hui. Et cette affiche, il est présenté en forme de bulletin ou comme une affiche que vous pouvez simplement imprimer puis coller dans votre mur. On parle aussi des liens pour les trousses de biosécurité pour le nettoyage de la machinerie. Donc, vous pourrez aussi accéder à cette information.
On offre aussi l'information en général sur les différents tests autant moléculaires offerts par les MAPAC comme les services de détection ici au CERAM. C'est important parce que la saison approche et c'est surtout à début d'automne qu'il faut aller collecter les échantillons dans le terrain pour les mauvaises herbes pour les envoyer ici au CERAM. Et finalement, on a aussi les méthodes pour faire l'échantillonnage. Donc, je vous remercie beaucoup pour être ici avec nous. Donc, pour le temps restant, on vous invite soit à nous poser des questions, on va venir présenter, voir les plantes plus de près, toucher, voir si vous êtes capable de les identifier avec les informations qu'on vient de vous donner. Surtout voir si vous êtes capable d'identifier les différentes fleurs, la fleur mâle, la plante femelle, etc. Puis on est ici pour vous aider et répondre à votre question. Merci beaucoup.